Eh bien, nous voilà à 10h30 pour démarrer cette passionnante table ronde sur les chaînes d'approvisionnement et le carbone. Et Dieu sait si c'est un sujet d'actualité, un double sujet d'actualité par les temps qui courent. Bonjour à tous. Donc, je suis Christian Zolesi. Je suis d'abord chimiste de formation et de passion. Je m'intéresse à la composition, à l'origine des choses et à leur devenir. Je suis expert dans le domaine des produits de consommation pour tout ce qui touche à leur qualité, leur conformité, leur sécurité, leur durabilité, etc. Et donc, je suis ingénieur en produits meilleurs. J'accompagne des entreprises qui mettent sur le marché des produits pour faire en sorte que leurs produits soient meilleurs pour eux, pour la planète, pour les personnes, mais aussi pour leur business, parce que la consommation existe et c'est comme ça. Sans transition, je vous présente très rapidement les 4 personnes qui sont à côté de moi. Il y a Thomas Andro, qui est directeur développement durable de la société Firmenich. Firmenich, pour ceux qui ne connaissent pas, fabrique et distribue dans le monde entier des parfums et des arômes. Et c'est la plus grande société familiale dans ce domaine. 5 milliards de chiffre d'affaires. Vous imaginez le nombre de fournisseurs que ça représente. Donc quand on parle chaîne d'appro, je pense que Thomas sait ce que ça veut dire. Et pour vous donner une petite idée, Thomas me disait récemment, quand on préparait cette table ronde, que tous les jours, 4 milliards de personnes sur Terre sont en contact avec un produit Firmenich, donc soit un parfum, soit un arôme. Nous avons Daniel Braillard, qui est Chief Operating Officer chez Breitling. Breitling, c'est cette marque suisse de montres de luxe mythique, avec des ambassadeurs du monde du cinéma tout aussi mythiques. Il n'y a qu'à aller voir sur Internet, sur le site de Breitling, démarré en 1884, si je ne m'abuse. Et donc Daniel a une responsabilité qui couvre l'ensemble du cycle de vie des montres, du développement des produits jusqu'à leur la production, la distribution et la prévente. Nous avons également Guillaume Guédon, et là on sort du monde des produits, mais pour autant on est dans un sujet extrêmement important, puisque Guillaume est responsable RSE de la société IDEX, et IDEX c'est le leader indépendant de la production d'énergie utile, d'énergie locale, d'énergie décarbonée. Et c'est une thématique extrêmement intéressante que Guillaume nous présentera tout à l'heure, qui est en charge donc de la stratégie RSE et de la stratégie climat. Et puis nous avons Laurent Offray, qui est account executive pour la France chez EcoVadis, que j'imagine tout le monde connaît dans cette salle. EcoVadis, qui est une entreprise française, une entreprise à mission, il n'y en a pas tant que ça. C'est une agence de notation RSE qui a déjà évalué, si je me trompe sur les chiffres, Laurent rectifiera tout à l'heure, mais 100 000 entreprises évaluées dans plus de 160 pays, et avec un accompagnement de près de 800 directions achats, 15 000 évaluations carbone en un an. Bref, ce sont des chiffres hallucinants. Et Laurent nous expliquera aussi que EcoVadis est à la fois une licorne et un centaure. Et là, on est sur le domaine économique, puisque EcoVadis a levé, il n'y a pas si longtemps que ça, près de 500 millions d'euros pour poursuivre son développement dans le monde entier. Alors, avant de donner la parole à mes 4 collègues du jour, je voulais juste introduire le sujet parce que les chaînes d'approvisionnement sont ancestrales, c'est-à-dire que depuis que l'être humain fait du commerce sur Terre, et ça remonte à quelques millénaires, il y a des chaînes d'approvisionnement. Le problème, c'est qu'il y a eu une grande accélération, ce qu'on appelle la grande accélération, après la Deuxième Guerre mondiale, et on s'est mis à fabriquer et à consommer comme des petits foufous. Et aujourd'hui, les chiffres de l'Europe, par exemple, c'est le business des produits de consommation en Europe, c'est 1/4 du PIB, c'est plus de 3 000 milliards. Donc vous imaginez l'empreinte que cela peut représenter, puisque finalement, rien n'est local. Si on regarde tout ce qu'il y a dans cette salle, les équipements, les éclairages, mais aussi nos vêtements, ce que l'on porte sur nous, peu de choses finalement viennent de près. Et tout ça finalement nous conduit à consommer beaucoup de matière, donc de ressources, que ce soit la matière pétrochimique, végétale, minérale, ou transformée comme le plastique. Plastique qu'on produit à la louche 1 demi-milliard de tonnes chaque année, mais on produit en même temps, quasiment les 2/3 deviennent des déchets. Il faut aussi beaucoup d'énergie pour transporter, pour transformer ces matières premières et ces composants. Donc qui dit énergie qui la plupart du temps est carbonée,
et Guillaume ne me contredira pas, donc dit génération de gaz à effet de serre, donc impact sur le climat. On a aussi bien évidemment des impacts sur la biodiversité. On a des impacts en créant des déchets et en créant une pollution. Et puis, il y a bien évidemment des conséquences sociétales, on le voit en ce moment, des conséquences économiques sur l'énergie, politique, cette guerre énergétique, finalement, si on peut l'appeler comme ça. Il y a bien évidemment aussi des conséquences sociales, puisque l'aspect social est abordé bien souvent dans les chaînes d'approvisionnement. Je pense au sujet des Ouïghours, mais il n'y a pas que celui-là. Alors, la question qu'on va se poser, et nos 4 collègues, confrères, vont nous aider à mieux comprendre comment on peut résoudre ça, c'est comment on peut gérer de façon responsable ces chaînes d'approvisionnement qui sont des chaînes de contraste. C'est-à-dire qu'on a un contraste de taille, on a des très grandes boîtes, voilà, comme Firmenich, qui peut avoir des tout petits fournisseurs, donc ça veut dire pas la même culture non plus, contraste de culture. Quand on a affaire aussi à des fournisseurs qui sont à l'autre bout de la planète, en Asie, on n'a pas le même mindset qu'en Europe ou qu'en Amérique du Sud, etc. Et puis, c'est une complexité due au nombre, puisque des grandes entreprises peuvent avoir des fois des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers de fournisseurs. Et je parle de fournisseurs de rang 1. Alors vous imaginez si on a tel de rang 2, rang 3, etc. Donc ça, cette complexité par le nombre est aussi à intégrer. Et ce qu'on va essayer de comprendre, c'est justement comment on peut arriver à engager dans des démarches RSE, dans une démarche d'amélioration, etc., des centaines, des milliers de fournisseurs. Comment on fait pour piloter ça? Et comment on arrive, et ça c'est un peu le nerf de la guerre, à récupérer et à piloter par les données. Parce qu'on vit dans un monde, on le voit, il y a ce problème matériel, purement matériel, c'est-à-dire on consomme, on crée des effets écologiques, etc., mais en même temps qui est très digital. On a besoin d'informations, on a besoin de se les transmettre, et de les transmettre toujours plus vite. Et ces données, ce sont des données sur l'origine. On se pose des questions, d'où viennent les produits, d'où viennent leurs composants, etc. Ce sont des données sur la composition des choses, tout simplement. Qu'il y avait-il ce matin dans le shampoing que j'ai utilisé? Je ne sais pas trop, peut-être que Thomas pourra m'en dire un peu plus sur la partie parfum. Des données aussi sur la consommation des sites de production et de leurs fournisseurs, etc., etc. Donc voilà ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui lors de cette petite heure que nous allons passer ensemble. Et je voudrais commencer à questionner Laurent. Alors Laurent, n'hésitez pas à vous représenter, à nous redire un petit mot sur EcoVadis, parce que je l'ai fait de façon très rapide. Mais quand même, la première question que j'aurais envie de vous poser juste derrière, c'est comment on arrive à faire progresser, quand on est une entreprise comme Firmenich ou autre, des centaines ou des milliers de fournisseurs comme ça. Oui, alors bonjour à tous et merci Christian. EcoVadis, très brièvement, la présentation était très bonne, donc au final je pense que j'aurais pas besoin d'aller un petit peu plus dans le détail. Qu'est-ce qu'une licorne et qu'est-ce qu'un centaure? Très brièvement, Centaure, c'est par rapport au chiffre d'affaires qui est réalisé très rapidement pour atteindre un certain nombre de chiffres d'affaires. Donc le temps qui est très court. Et une licorne, c'est une entreprise qui atteint, pareil, une valorisation au-delà du milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc EcoVadis aujourd'hui est estimé à plus d'1 milliard d'euros de valeur. Mais très brièvement, et pour rebondir du coup sur l'introduction, les achats responsables aujourd'hui sont indispensables pour toutes les entreprises qui ont des objectifs en matière de RSE. Et là-dessus, il y a une étude très simple qui a été réalisée par le cabinet EY qui montre que 70% à minima de l'empreinte sociale et environnementale d'une entreprise, elle se situe dans sa chaîne de valeur. Donc sans nos fournisseurs, il y a un moment où on va être bloqué pour atteindre nos propres objectifs en matière de développement durable. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a plusieurs facteurs aujourd'hui qui poussent les entreprises vers ces démarches achats responsables. On peut en citer 4 notamment, au-delà déjà des points qui ont été abordés. Le premier, c'est les acteurs financiers. Et donc, on a eu dans la session précédente, mais aussi dans la session hier, au niveau des fonds d'investissement, déjà des sujets qui ont été abordés. Mais les fonds d'investissement s'approprient de plus en plus ces sujets, ont besoin de plus en plus de données ESG dans leur rapport. Ils se sont rendus compte qu'après la crise Covid, les entreprises qui étaient plus résilientes, elles pouvaient mieux faire face aux crises et donc être plus rentables aussi. Un autre acteur financier, c'est les banques.
qui recherchent beaucoup plus de visibilité auprès de tout leur portefeuille d'actions. Et là-dessus, on a de plus en plus de banques qui cherchent à savoir justement, comment on peut faire pour générer plus de performance RSE. Et donc, ces évaluations, elles sont poussées aussi par les banques. Deuxième facteur qui pousse les entreprises, c'est la réglementation. Et là, à nouveau, il y a des points extrêmement importants qui ont été développés, comme le devoir de vigilance, par exemple, et Sapin 2. Donc, devoir de vigilance pour tout ce qui va être notamment l'environnemental, le social, l'éthique des affaires grâce à Sapin 2. Et on parle de la taxonomie européenne aujourd'hui qui va pousser les entreprises aussi à s'attaquer au sujet du climat notamment, et donc à regarder qu'est-ce qui se passe aussi dans ces chaînes d'approvisionnement et comment on peut faire pour respecter la réglementation, en sachant que on sait que on ne travaille pas avec que des fournisseurs français. Et donc, il y a de la réglementation aussi qui se met en place dans différentes zones géographiques. Et il faut savoir suivre aussi tous ces éléments-là. Donc, ce n'est pas évident. Troisième facteur qui pousse les entreprises, ça va être notamment l'image de marque, parce qu'on cherche à éviter, comme vous l'avez dit, d'être associé à du travail forcé, notamment comme les Ouïghours, le travail d'enfants, ou d'avoir des produits chimiques qui sont déversés dans la rivière. Donc, comment on peut faire pour éviter justement d'être associé à ça? Et dernier point, c'est l'opinion publique qui a fait du changement climatique un sujet prioritaire. Et donc, comment on peut générer plus de sens aussi en entreprise? Eh bien, ces démarches-là, elles, en réalité, permettent, dans un contexte de pénurie de talents, justement, eh bien, d'attirer ou de garder les talents en entreprise. Voilà pour ces facteurs. Et en fait, le lien avec tout ça, c'est la fonction achat qui doit vérifier, justement, eh bien, la performance RSE de ses fournisseurs pour diminuer le risque, mais aussi créer de la valeur. Mais la complexité, le problème, si je peux dire, c'est que quand on travaille avec des centaines, voire des milliers de fournisseurs, c'est compliqué d'aller chercher ces données-là qui soient vérifiées, analysées et sur lesquelles on peut baser notre stratégie RSE. Et donc, c'est important de pouvoir apporter ces éléments vraiment mesurés, vérifiés. Il y a un deuxième problème qui s'ajoute. On a fait une étude dans notre rapport index il y a quelques temps, l'année dernière, et vous regardez sur les quelques dernières années, la performance RSE globale des entreprises, elle évolue, elle augmente, donc ça c'est un point très, très bon. Le problème c'est qu'elle n'augmente pas de la même manière en fonction des zones géographiques et en fonction des secteurs industriels. Et donc il faut qu'on adapte en réalité nos démarches en fonction de chacun des fournisseurs, parce qu'on ne peut pas leur demander la même chose au final en fonction de ces critères-là. Il y a un deuxième point, c'est qu'en interne, la collaboration elle va être importante également, parce qu'on va aborder des sujets comme l'environnemental, le social, les droits de l'homme, l'éthique, et ça va être différents collaborateurs qui vont gérer ces sujets-là. Et pour qu'une RSE soit efficace, il faut qu'elle s'intègre dans chaque métier de l'entreprise. Donc on parlait justement de cette dimension globale pour chacun des intervenants. Il faut que le CEO s'approprie ce sujet, la direction administrative et financière qui doit reporter des données vérifiées auprès des investisseurs, les ressources humaines qui s'approprient aussi ce sujet, c'est tous les membres de la direction au final opérationnelle de l'entreprise. Donc il ne faut pas hésiter à les solliciter sur ces sujets-là pour mettre en place ces démarches. Et pour qu'une démarche achat responsable soit efficace, eh bien chacun doit comprendre, ensuite soutenir la démarche et ensuite agir, bien sûr, parce que justement, on a ces facteurs qui vont pousser, si ce n'est pas déjà le cas, chaque secteur aujourd'hui vers ces démarches achats responsables. Très intéressant. Je voudrais juste rajouter peut-être un complément dans les parties prenantes qui poussent en ce moment dans ces démarches-là. C'est le monde des assurances aussi. J'entendais il n'y a pas si longtemps que ça AXA Climate qui disait « Nous, les entreprises qui n'anticipent pas sur les sujets climatiques, on risque de ne plus les assurer ». C'est cette grande enseigne de distribution qui nous dit « J'ai reçu une liste de substances de la part de mon assureur qui me dit si vous n'avez pas de démarche proactive sur ces substances chimiques-là, des contaminants un peu célèbres, etc., eh bien on ne vous assurera pas en cas de problème. » Et je n'ai jamais autant parlé chimie qu'avec des assureurs. Je pense à Zurich, qui en connaît plus sur les PFAS que la plupart de ses clients. Donc effectivement, il y a cette poussée sociétale de toutes parts pour aller dans ces démarches-là. Alors, maintenant, je me tourne vers Thomas. Thomas Andro, donc directeur développement durable de Firmenich.
peut-être représenter un petit peu, redire 2 mots sur Firmenich, que j'ai été très, très rapide, et puis ensuite nous dire effectivement, dans votre quotidien, parce que finalement vous embrassez en particulier le thème du carbone, mais pas que, je crois, également la biodiversité, aussi l'aspect social. Quel est votre quotidien et dans quelle mesure vous participez à cette thématique-là? Merci Christian pour l'opportunité d'échanger sur ces sujets fondamentaux de la transformation des chaînes de valeur vers des impacts plus positifs. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Firmenich, plus grande entreprise familiale du secteur des fragrances, donc des parfums et des arômes, donc création de l'émotion par le goût et par l'odorat, et plus de 4 milliards de personnes touchées chaque jour, comme vous l'avez évoqué en introduction. Vous avez très bien fait le lien entre RSE et création de valeur. Peut-être revenir sur le côté familial de l'entreprise, créée par la famille Firmenich il y a 125 ans, qui dirige toujours le conseil d'administration et qui détient aujourd'hui encore 100% du capital. Du coup, la création de valeur qui est recherchée n'est pas une création de valeur à 3 ou 5 ans, mais vraiment dans le long terme. Dès lors, cet aspect résilience devient absolument clé. L'entreprise s'est engagée assez tôt dans ces démarches. Antoine Firmenich, qui est aujourd'hui patron du conseil d'administration, était CEO au début des années 90. Il était présent au sommet de la Terre de Rio en 1992, alors que le terme même de développement durable venait d'être créé dans le rapport Brundtland quelques années auparavant. Et donc très tôt, l'entreprise s'est engagée, ce qui aboutit aujourd'hui sur nos opérations à une performance RSE qui est plutôt solide. On est à 100% d'énergie renouvelable sur tous nos sites. On sera carbone neutre sur nos opérations dans 3 ans. Les inégalités salariales entre hommes et femmes ont été effacées. Et on est certifié, par exemple, salaire décent sur toutes nos opérations. Mais dès lors, est-ce que c'est suffisant? Dès lors que l'on regarde où sont nos réels impacts. Et il suffit de regarder effectivement le climat pour voir que c'est loin d'être suffisant. Notre scope 1 et 2, c'est-à-dire notre impact climatique sur nos opérations, représente à peine 4% de notre impact climat global. Donc 96% des enjeux se situent dans la chaîne de valeur, en amont. De la même manière, on a été certifié salaire décent. Mais dès lors que vous sourcez du vétiver en Haïti, de la menthe dans le nord-ouest de l'Inde ou de la vanille à Madagascar, les impacts droits humains sont notamment dans ces pays-là. C'est pourquoi on s'est engagé dans cette démarche d'achat responsable, avec tous les bénéfices qu'a évoqué Laurent, et qui est loin d'être simple. Schématiquement, 3 axes d'action principaux. 1, l'interne, définition de gouvernance, de procédures, de processus vers des achats responsables, j'y reviendrai. 2, travail de collaboration, de pédagogie avec nos fournisseurs, selon la taille, avec des modes d'action différents. Et 3, participation à des coalitions internationales pour définir les standards et méthodologies sur les acteurs matériels pour nous. Le premier point sur l'interne, sur la gouvernance, définition d'une stratégie RSE avec le conseil d'administration et validée par le conseil d'administration, qui inclut des points achats, qui est ensuite déployé dans la fonction achat, qui est responsable de ces objectifs-là. La RSE fait partie des objectifs de rémunération variable de nos 4 dirigeants dans la fonction achat. Formation, 100% des acheteurs ont été formés au sujet RSE, par exemple. Définition d'un corpus de procédures, achat responsable, guide manuel pour les fournisseurs sur les enjeux climat, biodiversité et humains. Et puis, travail sur la traçabilité, parce que dès lors que vous allez aller demander à vos fournisseurs de vous engager dans une démarche RSE, il faut être capable d'avoir la data, de la traiter, de la monitorer, de faire le contrôle. Et donc, travail sur cette traçabilité, qu'elle soit blockchain ou pas. Dès lors que ce travail a été fait, on a mis des objectifs de progrès continu à nos fournisseurs. Je peux vous donner 2 exemples, dont un avec EcoVadis d'ailleurs. Sur les droits humains, on demande à tous nos fournisseurs d'ici à 2025 d'être à 60 points minimum chez EcoVadis sur les droits humains. Donc on a trouvé cette manière de faire pour avoir une définition commune et ce dialogue avec les fournisseurs. C'est pas simple. Ça demande de la pédagogie, expliquer EcoVadis, expliquer les critères, progresser petit à petit. On est aux alentours de 56 points aujourd'hui. On fait la même chose sur le climat. Il nous fallait bien une base commune, on a pris CDP et on demande à 80% de nos fournisseurs d'ici à 2025 de s'inscrire dans une démarche de CDP, c'est-à-dire de mesurer son impact, puisque c'est notre impact 3 in fine, et de s'inscrire dans une démarche de progrès continu.
On est aujourd'hui à 30% avec des réelles difficultés. On connaît les difficultés des acteurs industriels en France sur un scope 3. Lorsque vous allez parler à une petite coopérative de vanille à Madagascar sur le calcul de son impact carbone, il y a des enjeux assez importants. Donc ça demande un grand travail de nos équipes achats, de pédagogie, de progrès continu. Et le dernier élément, c'est la participation à des coalitions internationales sur la définition des standards. Par exemple, sur les droits humains, sur le salaire décent. Qu'est-ce que le salaire décent? On travaille avec les Nations Unies en étant sponsor impact de la plateforme Salaire décent. Donc c'est ces trois aspects-là qui forment notre démarche achat responsable. C'est pas simple. Ça paraît comme ça assez structuré, mais on a des difficultés. On a parfois des échecs. Un des éléments majeurs qui joue, au-delà des procédures, des processus, de votre gouvernance, c'est le facteur humain. Quelles sont les femmes et les hommes dans l'entreprise qui portent ce changement? Et est-ce que vous avez une alliance à un moment donné avec votre direction générale, votre directeur achat et votre équipe sustainability qui vient influencer et donner de l'ambition sur ces points-là? Et donc c'est un des enjeux sur lesquels on travaille aussi. Et étant donné qu'on parle aujourd'hui d'achat, d'approvisionnement, on est plutôt en amont de la chaîne de valeur, qui est le titre de la conférence. La frontière ensuite sera les produits, c'est-à-dire passer en aval. Est-ce que nos produits sont essentiels à solutionner les challenges que l'on a aujourd'hui en termes climatiques et humains? Et comment on pilote le portefeuille de produits pour être porteur de solutions sur ces enjeux climatiques et sociaux? Voilà rapidement le panorama. Hyper intéressant, en plus en tant que chimiste, j'adore quand on me parle du vétiver et de l'origine végétale de composants, mais je voulais juste relancer un petit peu avec vous la discussion, Thomas, sur le thème de la sobriété, dont on ne fait que parler aujourd'hui, et en particulier la sobriété matérielle. J'entends parler le monde du luxe, par exemple, de luxe régénératif, etc., mais malgré tout, la meilleure ressource, c'est celle qu'on n'utilise pas. Et c'est vrai qu'on voit, le GIEC parle de sobriété, on parle de renoncement pour les entreprises. Dans REACH, le règlement REACH, vous savez, sur les substances chimiques, on parle d'usage essentiel, sous-entendant qu'il y a peut-être des usages qui ne le sont pas. Dans la loi AGEC en France, sur l'économie circulaire, on parle d'emballage inutile, entre guillemets. En cosmétique, on parle de formules courtes. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet aussi... Bien sûr, il faut tracer, mesurer l'existant, mais est-ce qu'il y a aussi des démarches possibles d'économie d'ingrédients? Je reviens au shampoing que j'ai utilisé ce matin. Il y avait peut-être 50 molécules derrière. J'ai regardé l'étiquette. Je me suis dit, en tant que chimiste, moi-même, j'aurais du mal à justifier l'utilisation de chacune de ces substances. Donc on en vient à l'éco-conception. Et hier, je ne sais plus qui évoquait, on parlait d'économie circulaire. On disait le premier point de l'économie circulaire, c'est la réduction. Bien sûr, il y a le recyclage et ça, mais ça ne vient qu'après. Il y a une sorte de hiérarchie. Et donc, comment on fait pour réduire déjà? Puisque quand on parle de carbone, la première chose, c'est de réduire. Est-ce que c'est possible? Quel est le challenge quand on a des milliers de fournisseurs et puis des compositions d'une variété phénoménale? Ça rentre dans le jeu, ça? Oui, absolument, c'est nécessaire. Donc, ça passe par la mesure des impacts environnementaux de tous vos produits dès l'innovation. Et donc, on travaille avec un objectif de calculer 100% des impacts environnementaux et sociaux de nos produits d'ici à 2025. On est à plus de 90% aujourd'hui, avec des objectifs sur la renouvelabilité, la biodégradabilité des ingrédients qui rentrent dans les compositions des produits. On est à plus de 96% aujourd'hui de biodégradabilité des ingrédients qui rentrent dans nos fragrances. Donc, ce qui est un des leviers pour répondre au point que vous évoquez. Et donc, l'objectif est de l'inclure dès l'amont du process de recherche et d'innovation et en partenariat avec nos clients. Donc, renouvelabilité, économie circulaire. Le groupe a fait l'acquisition récemment d'une entreprise dans le sud-ouest de la France, DRT, qui utilise des dérivés de l'industrie papetière, qui est extrêmement importante dans les Landes, les terpènes, vu que vous êtes chimiste. Et grâce au... Absolument. Et grâce aux produits dérivés, aux coproduits de l'industrie papetière, on est en capacité de faire des matières premières pour nos fragrances. Et on a des grands noms de la parfumerie, on ne l'imagine pas comme ça, qui utilisent ces produits-là et ces coproduits-là dans leur composition. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que nos propres coproduits sont réutilisés également dans le process de l'industrie papetière. Donc c'est un des axes de travail absolument fondamental. Merci pour cette
première intervention. En tout cas, Thomas, c'est vraiment passionnant ce monde-là. Alors maintenant, on va changer de monde et on rentre dans celui du luxe et des montres. Alors, j'ai un petit peu présenté tout à l'heure brièvement, mais Daniel Braillard, dites-nous ce que vous faites chez Breitling, et puis qui est Breitling, bien entendu, parce que le luxe a aussi une grande influence, une grande importance, même si les volumes sont sans doute différents, mais une grande capacité à influencer toutes ces thématiques aussi. Ouais. Bonjour à tous et un grand merci pour cette invitation. Je suis un petit peu surpris d'être ici finalement parce que je dois le confesser, je ne suis absolument pas un spécialiste des sujets ESG, mais bien évidemment avec le rôle que j'occupe au sein de Breitling, j'y suis confronté quotidiennement. Et finalement, aujourd'hui, c'est plutôt cette vision que j'ai envie de partager avec vous et avec mes collègues, étant donné que dans le rôle que j'occupe au quotidien, mes priorités sont finalement de pouvoir développer, produire, acheter tous les composants nécessaires pour au final pouvoir livrer des très belles montres avec des très beaux produits en utilisant un savoir-faire de plusieurs centaines d'années. Donc mes soucis du quotidien sont ceux-ci, avec une qualité irréprochable, une performance économique. Et quand on doit intégrer en plus des contraintes quotidiennes tous les sujets autour des sujets environnementaux, sociaux, qui sont absolument primordiaux et pour lesquels on ne peut pas passer à côté, on le prend a priori comme une contrainte et une difficulté supplémentaire à prendre en compte. Et je pense que cet élément-là, il n'est pas à négliger, parce que si c'est ma réalité, c'est également celle de tous mes collaborateurs et par extension celle de tous nos fournisseurs. Donc il est important de prendre ça en compte, d'accepter cette réalité, accepter qu'à un moment donné, on doit absolument faire notre part, participer partout où on a une sphère d'influence pour améliorer les choses, aussi bien environnementales que sociales. Donc je pense que dans les premiers facteurs de succès, un élément primordial, c'est l'engagement de la direction. Je pense que si la direction n'affirme pas très très clairement, ne donne pas des moyens, communique et met en place un certain nombre d'éléments, je pense qu'il est complètement vain de croire qu'on va arriver à quoi que ce soit. Donc cet élément-là a été mis en place. Il y a eu une déclaration vraiment de pouvoir vraiment être reconnu comme une marque exemplaire sur les sujets ESG, mais il ne suffit pas juste de le déclarer. Donc maintenant, on a mis en place un comité ESG où tous les directeurs sont présents, tous les directeurs de tous les départements et participent activement sur ces sujets-là. On a des réunions extrêmement régulières, un certain nombre d'initiatives qui sont suivies et on partage ça ensuite avec le board de directeurs qui valide les initiatives, qui met à disposition des moyens pour qu'on puisse rendre ça beaucoup plus concret. Donc ça, c'est peut-être le premier élément qui est absolument primordial. Ensuite, si on se réfère un petit peu sur ce qu'il faut prendre également en compte, c'est que notre impact à nous, finalement, qu'on a fait un petit peu quelques mesures, il n'est pas si important que ça. On l'a déjà dit tout à l'heure, la réalité, c'est finalement toute la chaîne de valeur qui s'étend très très loin, même pour des montres qui sont composées finalement de 6 composants. Mais je pense qu'on se doit d'être exemplaire, de faire notre part du travail si on veut ensuite pouvoir aller auprès de nos fournisseurs et leur demander également à eux de participer à cette mission. Donc, si on prend sur la manière dont est constituée une montre, je vous ai parlé de 6 composants, mais bien sûr, après, chacun de ces composants ont des sous-composants. Ces sous-composants, pour le mécanisme d'une montre, ça peut aller à plusieurs centaines de pièces. Ensuite, on a en tête les matières principales, que sont l'acier ou les matières précieuses comme l'or. Mais il y a également beaucoup d'autres matériaux. On a du caoutchouc, on a également du laiton, différentes sortes d'acier, on a du saphir, on a des rubis pour des petites pièces de mouvement. Donc bien évidemment, même si la grande majorité des composants sont développés, fabriqués, assemblés en Suisse, on doit aussi aller chercher, et notamment au niveau des matières premières, un certain nombre d'éléments un peu partout dans le monde. Et là, on arrive après à effectivement pouvoir engager nos fournisseurs, puisque c'est eux qui sont en première ligne sur toute cette chaîne de valeur.
Et là, il faut, comme l'a déjà on a parlé Thomas, il faut beaucoup de pédagogie. Et il faut accepter qu'on est tous imparfaits dans la manière dont on travaille, qu'on initie un voyage qui va être long et complexe et qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes d'un coup. Et là, on a fait aussi un certain nombre de choix importants. Le premier choix, c'est de se dire tout seul. Je vous ai dit, je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas comment attaquer les problématiques. Beaucoup de choses sont très complexes et inconnues pour moi. Donc on a fait le choix d'engager des spécialistes au sein de notre maison. Et c'est ces personnes-là qui sont capables de structurer les projets, de donner l'impulse, de coordonner, de communiquer à l'interne d'abord, mais ensuite ceux qui sont je dirais les interlocuteurs privilégiés des différentes associations. On est là invité par EcoVadis. On a des réunions tous les mois avec EcoVadis pour suivre un petit peu les différentes initiatives, les projets et les progrès qu'on fait nous-mêmes et que font nos fournisseurs. Donc ça, c'est ces spécialistes qui sont en contact avec EcoVadis et d'autres associations. Et je pense que cet élément-là n'est pas à minimiser. Ensuite, on a cette capacité, c'est eux également qui, après, vont accompagner nos fournisseurs. Parce qu'il ne suffit pas de demander à nos fournisseurs de faire l'effort, mais je les imagine, comme je le suis, un petit peu perdus devant l'ampleur de la tâche. Donc lorsqu'ils ont en face d'eux des spécialistes qui leur mettent à disposition une méthodologie, une démarche qui est un petit peu structurée, qui définit des étapes réalistes petit à petit, et ben tous ensemble, petit à petit, on démarre cette démarche-là. Et encore une fois, il faut accepter de ne pas faire tout en même temps. Donc on travaille avec plus d'une centaine de fournisseurs, et après il y a les sous-traitants de nos fournisseurs. Nous, le choix qu'on a fait, c'est d'essayer de ne pas se disperser. On a sélectionné les 20 fournisseurs majeurs qui représentent plus du 70% de notre valeur d'achat. Et avec ces 20 fournisseurs, on a fait un travail assez important pour leur expliquer, pour les convaincre, pour leur expliquer du bienfait de ces démarches. Et on leur a demandé, pour être très concret, qu'ils signent ce qu'on appelle le code de conduite fournisseur, qui englobe tous les aspects environnementaux, sociaux, droits humains, etc. Donc c'est quand même un document très engageant malgré tout. On leur a demandé également de s'inscrire dans l'initiative EcoVadis, donc de se confronter, de faire une première évaluation pour essayer d'avoir une première... de comprendre où ils en sont sur ces sujets-là et surtout d'avoir des propositions d'amélioration qui vont être développées année après année. Donc ça, c'est des éléments très très concrets qu'on a fait avec ces vingtaines de fournisseurs. Et ensuite, une partie de ces fournisseurs ont maintenant également commencé à calculer leur empreinte carbone. Tout en sachant, et on en a parlé, que ce n'est pas un exercice facile. La maturité de nos fournisseurs par rapport au sujet ESG n'est pas du tout la même. On a certains fournisseurs qui sont déjà extrêmement conscients, structurés, organisés et qui ont déjà entamé, je dirais, les bonnes pratiques. Mais d'autres sont vraiment des petits artisans, des petites sociétés qui ont un savoir-faire extraordinaire, mais qui sont encore très très loin des considérations liées à ce sujet-là. Donc voilà, finalement, petit à petit, on avance. Donc on a sélectionné nos 20 fournisseurs et qu'on mesure un petit peu plus quelle est l'empreinte carbone de l'ensemble de notre chaîne de valeur et notamment de nos composants, on s'aperçoit que la matière première est de loin celle qui consomme le plus de carbone et en particulier la matière problème phare du luxe, c'est-à-dire l'or. Et l'or, à lui tout seul, représente plus du 50% de notre empreinte carbone. Donc c'est pour ça qu'en complément des différentes initiatives qui sont prises à tous les niveaux, on a aussi initié une réflexion, une analyse très approfondie du sourcing de l'or pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire pour vraiment agir concrètement sur ce sujet-là. Donc à disposition, on n'a pas tellement d'options, on en a finalement 3. On a ce qu'on appelle l'or COC, c'est l'or issu du recyclage, qui a un certain nombre de vertus positives,
mais qui par contre ne nous permet pas d'agir concrètement au quotidien sur toute l'industrie de l'or. Donc après, il nous reste il nous reste plus que l'or qui est extrait de mines, et là on a deux catégories. On a les mines industrielles qui n'utilisent finalement que peu de personnel et qui ont une empreinte environnementale assez lourde, étant donné que c'est des gros équipements, des grosses machines, et qui déplacent des tonnes de terre pour récupérer des grammes d'or. Et donc, en analysant ça de plus près, on se dit que c'est peut-être pas la meilleure manière de procéder. Donc, il nous reste maintenant un peu les mines artisanales, qui sont très chaotiques finalement, parce que c'est beaucoup de toutes petites structures, de toutes petites entreprises, qui sont parfois familiales, parfois de regroupements dans des villages, dans des pays et des régions assez retirées, mais qui par contre a l'avantage d'occuper plus de 40 millions d'ouvriers dans cette industrie-là et de faire vivre plus de 100 millions de familles. 100 millions de personnes. Donc ça veut dire que si on veut agir, c'est, j'irais, en essayant de faire progresser les pratiques dans ces mines artisanales. Donc aujourd'hui, on a vraiment initié très sérieusement l'analyse de cette supply chain pour essayer de sélectionner des mines, ou je dirais sélectionner un sourcing d'or qui réponde à 5 critères, qui seront effectivement ça doit être des mines artisanales, qui sont organisées de manière à avoir un impact positif aussi bien sur l'environnement que sur la société, qui puissent aussi avoir été auditées d'un bout à l'autre pour s'assurer que le travail qui est fait, l'argent qui est récupéré, soit utilisé à bon escient. Et pour utiliser ce sourcing d'or, on paye, je dirais, ce qu'on appelle un premium, donc un peu plus que le cours de l'or habituel, pour pouvoir participer à ces projets qui sont variés, qui peuvent être liés à l'éducation, qui peuvent être liés à construire des hôpitaux pour favoriser la santé dans des endroits reculés, qui peut être des investissements pour mettre des panneaux solaires pour avoir un impact positif sur l'environnement. Donc il y a beaucoup de choses qui sont très orientées. Mais encore une fois, la diversité est énorme, donc on cible et on travaille avec des associations qui sont responsables pour auditer, certifier, contrôler régulièrement, accompagner non seulement l'extraction de l'or, mais tous les projets sociaux autour de ces mines. Et bien sûr, de s'assurer qu'on puisse garantir une traçabilité de la mine jusque sur nos produits. Donc voilà un petit peu plus concrètement l'approche qu'on a prise, en sachant qu'on est conscient que pour nous, ce n'est pas un projet, mais c'est plutôt une mission qu'on s'est donnée, d'essayer partout où on peut, partout où on a une sphère d'influence, d'agir pour améliorer la situation autour de l'ESG. Voilà en quelques mots l'approche de Breitling sur ce sujet. Daniel, merci beaucoup. J'apprécie vraiment l'humilité de ce luxe authentique, et cette vitesse aussi, et le pragmatisme. Je pense à mes collègues de l'alimentaire, parce que moi je n'interviens que sur les produits non alimentaires. En alimentaire, me semble-t-il, on parle de food safety culture. Et je me dis que ce que vous dites, c'est qu'il faut faire prendre conscience, et l'intérêt, par exemple, de plateformes comme EcoVadis et de vos démarches aussi, même sans tenir compte de la plateforme, mais se tourner vers des centaines ou des milliers de fournisseurs, c'est déjà leur faire prendre conscience, et ça, c'est fondamental, parce qu'on parlait de diversité de culture, et c'est vrai, il y a des fournisseurs ou des pays ou des activités qui sont moins impactés que nous, sont moins en direct avec ces attentes sociétales, et il y a la compétence aussi. Vous embauchez des experts, et puis il y a ces formations, ces forums que vous organisez avec vos fournisseurs, donc vous faites monter la compétence. De ce fait, on déclenche un cercle vertueux, ça permet de mieux récupérer les informations, de mieux connaître, donc la connaissance des compositions, des origines, etc. Et in fine, la transparence vis-à-vis de ces éléments qui donnent la confiance. Donc on voit bien ce cercle vertueux dans ces démarches, donc en tout cas, bravo pour ça. Ouais. Vous voulez rajouter quelque chose, Thomas ? Non, je pense qu'on est très positif aujourd'hui. La question, c'est celle des délais et du timing. C'est-à-dire, est-ce que ce cercle vertueux va assez vite par rapport aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui ? Absolument. Alors, on peut y revenir après sur cette thématique-là de la vitesse, effectivement. Mais je voudrais peut-être juste ajouter, parce que c'est très juste, mais je pense que le plus difficile, c'est de démarrer.
Et quelque part, on met beaucoup de soin pour démarrer, hein, de s'affranchir de cette immensité, de l'immensité de la tâche, de tout ce qui va être compliqué. Et une fois qu'on a déjà passé cet élément-là, et je prends l'exemple d'un fournisseur important qu'on est allé voir, on lui a expliqué, et il était extrêmement réfractaire en disant on travaille déjà très bien, on a déjà notre usine est aux normes, on fait tout ce qu'il faut. Tu viens nous voir pour nous parler de prix, de qualité, de respect des délais. Tout d'un coup, tu nous remets une couche avec des trucs. Il n'était vraiment pas très ouvert. Donc, il a fallu beaucoup de pédagogie, du temps, comprendre. Et il a vraiment, tout d'un coup, pris une autre approche. Il a également engagé un spécialiste. Et tout d'un coup, ce qui était un frein, une fois qu'il a passé ça, et ben, tout d'un coup, il va très vite. Et tout d'un coup, ça s'accélère et les choses vont d'elles-mêmes. Et c'est pour ça que je pense que le déclic du départ, pour moi, on en est encore là, parce qu'on voit bien, on parle plus que d'environnement aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps, on n'en parlait pas du tout. Donc je pense qu'on doit aussi accepter de démarrer. Et je pense que je suis un peu plus confiant pour penser que tout d'un coup, ça va être quelque chose de tellement évident pour tout le monde que les choses vont pouvoir aller plus vite. Merci pour vos interventions. Alors, on va donner la parole maintenant à Guillaume, IDEX, parce que c'est l'énergie. Et l'énergie, dans les chaînes d'approvisionnement, c'est juste fondamental, sinon elle n'existerait même pas. Bonjour à tous, puis merci de m'accorder la parole auprès de cette assemblée. Peut-être pour préciser IDEX, parce que IDEX n'est pas forcément connu du grand public, puisque notre secteur principal, c'est le B2B. IDEX, c'est une entreprise qui produit et distribue de l'énergie à tout un panel de clients. Donc la chaîne énergie, quand on parle d'énergie, c'est de la chaleur, de la vapeur pour notamment les industriels. C'est également de l'air conditionné. Et en fait, IDEX a été créé en 1963. Donc on s'appelait les industriels du chauffage au départ. Donc on était quelques centaines de personnes avec un segment client qui était plutôt orienté sur l'industrie et les collectivités territoriales. Et très rapidement, en fait, IDEX s'est mis, puisqu'en fait, on est au cœur de toute activité. En fait, sans énergie, on ne fait rien, on ne se déplace pas, on ne produit pas, on ne consomme pas. Et en fait, IDEX s'est dit qu'il y avait, notamment pour le chauffage, historiquement, on se chauffait au charbon, puis on a commencé à chauffer au gaz. Et le problème, c'est que ce sont des énergies fossiles fortement émettrices. Et donc, nous, on s'est mis plutôt sur l'angle de l'énergie renouvelable et de récupération pour construire notre modèle d'affaires. Tout à l'heure, Christian, tu disais voilà, la mission d'IDEX, c'était d'accélérer la transition énergétique en utilisant des énergies utiles pour nos clients, locales le plus possible, décarbonées encore plus et compétitives. Je ne sais pas si je pense que vous suivez tous les journaux. Il y a une vraie problématique vis-à-vis de l'énergie fossile, notamment quand on connaît le contexte géopolitique entre la Russie et l'Ukraine en ce moment. On a subi en ce moment une explosion du prix des énergies fossiles. Le gaz a été multiplié par un facteur 4. L'électricité, c'est par un facteur 6. On va avoir à peu près cet hiver des prix qui vont tourner autour de 250 € du mégawattheure du gaz, plus de 1000 € du mégawattheure pour l'électricité. Donc en fait, il y a un vrai sujet de compétitivité pour nos clients. Et donc, une des solutions qu'on propose, et c'est pour ça qu'on est au cœur du réacteur de la transition énergétique chez IDEX, c'est justement de vous proposer des solutions d'énergie renouvelable, donc de produire de l'énergie à partir de biomasse, à partir de géothermie, de thalassothermie, à partir de combustibles solides de récupération. Toutes ces matières en fait, qu'on a en France, en fait, ça nous permet en fait, de nous protéger, entre guillemets, du risque de rupture d'approvisionnement des énergies fossiles. Et puis, c'est complètement d'actualité par rapport à l'urgence climatique. Je rappelle juste effectivement que le GIEC nous dit qu'on n'a plus que 3 ans pour agir, et agir, c'est pas agir dans 3 ans, c'est agir dès maintenant parce qu'on est déjà en retard, et c'est agir parce qu'on est en dérive par rapport à la trajectoire que nous ont donné les législateurs dans l'accord de Paris, puisqu'on devrait réduire notre courbe d'émissions beaucoup plus rapidement. Par rapport au discours de Thomas et de Daniel, alors nous, on a vis-à-vis de notre empreinte carbone, en fait, on a clairement vu notre cœur de métier. Nous, notre scope 3, en fait, il est assez petit. Et le scope 1, c'est vraiment notre premier poste d'émission. Ça représente à peu près 74% de nos émissions. Mais par contre, le second poste, pour nous, c'est effectivement notre chaîne d'approvisionnement. Donc on a réalisé notre bilan carbone en 2019, et c'est à ce moment-là qu'avec la direction achat, différentes directions en fait, au sein de l'entreprise, on s'est posé la question, mais comment on peut faire, parce que c'est quand même un poste important, c'est plus de 10% des émissions, c'est 140 000 tonnes de CO2 pour la petite information. On s'est dit comment on va pouvoir amener nos fournisseurs également à s'engager dans une démarche de RSE sur la base de données qui sont vérifiables, mesurables.
Et c'est là où en fait le programme EcoVadis nous est apparu comme une évidence. Et donc on a commencé l'aventure avec, pour notre propre compte depuis 2015 avec EcoVadis, parce qu'en fait c'était un moyen pour nous aussi de mesurer notre niveau de maturité RSE et notre évolution dans le temps. Mais on voulait le faire pareillement pour nos fournisseurs. Et donc en 2020, on a signé donc un contrat avec EcoVadis pour amener nos fournisseurs à s'engager eux-mêmes dans une telle démarche. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Quels sont les fournisseurs? Parce que vous fournissez de l'énergie, mais vous-même, qu'est-ce que vous achetez en fait? Alors voilà, on a plusieurs segments d'achat. Forcément, on achète des prestations de services, majoritairement, de la fourniture de matériel. Et puis aussi, on a un recours. Alors ça, c'est plutôt des achats qui se situent. Si vous voyez, il y a deux strates. Il y a des acheteurs nationaux qui vont référencer des contrats cadres avec des gros fournisseurs. Et puis après, plus localement, en fait, on va s'appuyer sur des sous-traitants qui ont une forte technicité. Et en fait, pour leur permettre d'accéder à des marchés qui sont souvent ce sont des marchés publics. Donc on fait des groupements d'achat. En fait, on regroupe des fournisseurs qui vont pouvoir ensemble pouvoir répondre en fait à des appels d'offres. Donc pour nous, ça nous permet d'avoir de la technicité par les sous-traitants, et pour eux, ça leur permet d'accéder justement à des appels d'offres, à des gros appels d'offres. Et donc ces fournisseurs, en gros, aujourd'hui, on a embarqué tous nos fournisseurs avec contrat cadre, ce qui fait que quand on signe un contrat avec eux, on leur demande de passer, en tout cas, soit par une évaluation EcoVadis, soit par une autre forme d'évaluation. En tout cas, on leur demande de s'engager en matière de RSE. Donc ça peut être une labellisation, un B Corp, label Lucie. Et s'ils n'ont rien, en tout cas, on les amène à embrayer le pas de la démarche RSE avec EcoVadis. En 2021, on a embarqué, je crois, on a invité 200 fournisseurs, grosso modo, et on a réussi à embarquer plus de 50% des fournisseurs. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est au-delà de l'évaluation, parce que c'est toujours difficile de passer une première évaluation quand on ne l'a pas fait, parce qu'on a toujours la crainte d'avoir forcément des mauvais résultats et de se dire on va être déréférencé. Nous, ce n'est pas du tout notre philosophie. Notre philosophie, c'est d'aller dans une démarche d'accompagnement de nos fournisseurs. Et en les accompagnant, en fait, l'idée c'est déjà de faire un état zéro avec eux. Donc on voit là dans quel poste ils sont bons ou pas. Je ne sais pas si vous connaissez le programme EcoVadis, mais en gros il y a 4 gros thèmes qui ressortent dans l'évaluation. Il y a un volet environnement important, mais un volet droit de l'homme et social, un volet éthique des affaires et un volet achat responsable. Et en fait, pour nous, on s'est fixé une limite. Donc il y a une note sur 100. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Vous verrez plus précisément avec nos interlocuteurs d'EcoVadis. Mais quand le fournisseur a une note en dessous de 35, en fait, tout de suite, on engage une visite chez nos fournisseurs en allant voir comment ensemble on pourrait progresser par rapport aux résultats qui sont obtenus. Donc c'est vraiment une démarche de co-construction. Très intéressant. Donc, vous avez votre propre chaîne d'approvisionnement, on l'a vu, mais vous-même êtes dans la chaîne d'approvisionnement de vos clients. Quels sont vos clients? Vous fournissez de l'énergie à qui? À l'industrie, oui. Au tertiaire? Oui, effectivement. Alors, je n'ai pas précisé ça, mais on est sur tous les segments clients possibles. En fait, historiquement, on était beaucoup sur l'industrie. Les clients industriels, donc pour approvisionner en énergie la fonction de production des industriels, donc apporter de la vapeur, de l'eau chaude surchauffée selon les process. Les collectivités territoriales, effectivement, ont été notre deuxième segmentation de clients. Et puis ensuite, après, on a élargi notre périmètre d'intervention sur le secteur du tertiaire, privé, résidentiel, dans le secteur des bailleurs sociaux et du résidentiel. Je l'ai déjà dit, et du secteur de la santé. Si vous voulez, IDEX, en fait, on est organisé en 2 grandes branches. En fait, on a une première branche qu'on appelle l'infrastructure, où en gros, on construit, on conçoit et on réalise et on exploite ensuite donc des réseaux de chaleur et de froid. Donc on en a une 50aine chez IDEX. On exploite également des usines de valorisation énergétique des déchets. On en a 18 également, si je ne dis pas de bêtises, peut-être 19 même maintenant. Et également des unités de production énergétique. Alors ça, c'est plutôt pour les filières internationales, où en fait on produit de l'électricité à partir de biomasse, typiquement en Guyane, ou chez IDEX Baltique, qui est une filiale internationale en Lituanie, qui de base en fait ont une production d'électricité fortement carbonée, puisque ils produisent majoritairement au charbon. Et bien nous on a fait le choix, le pari en tout cas, de produire l'électricité en puisant sur la biomasse, et toujours de manière responsable, c'est-à-dire qu'on ne vient pas prélever dans les forêts plus que ce qu'elle est capable de se reconstruire. Très bien, merci beaucoup pour ça, Guillaume. L'énergie, énergie-climat, deux thématiques tellement liées, donc vous êtes vraiment au cœur de ces problématiques-là.
le temps tourne très vite et on a la chance d'avoir ici des exemples d'entreprises assez emblématiques. Et bien sûr, c'est le but, c'est de montrer la réussite, montrer que ça peut marcher. J'imagine que dans la salle, il y a des entreprises qui se grattent un peu la tête en disant mais comment je vais faire, ou comment convaincre aussi le board qu'il faut y aller. Laurent, je vais vous re-questionner, et peut-être Thomas aussi. Quels sont les arguments? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Est-ce qu'il se mesure déjà aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des économies possibles? On en discutait aussi, Thomas, ou peut-être vous pouvez vous dire là-dessus. Il y a des fois où ça marche, des fois où le fait d'investir sur ces thématiques-là permet de faire aussi des économies financières, mais pas toujours. Des fois, c'est de l'investissement. Et donc, quels sont les risques en même temps à ne pas agir, quoi? Quel est le coût d'inaction finalement? Donc, le coût de l'inaction, déjà j'en parlais un peu tout à l'heure. C'est vrai. Au final, ça peut être le fait d'être associé au Rana Plaza en 2013 ou un scandale Volkswagen 2015. On sait les conséquences économiques que ça peut représenter pour une entreprise. Mais je dirais qu'il y a aussi un autre coût derrière aussi qui peut être caché, c'est le coût carbone. Et au final, on se rend compte que on peut largement, les entreprises ont une responsabilité à engager ces démarches-là rapidement. Au final, en engageant ces démarches-là, on se rend compte qu'il va y avoir aussi un bénéfice long terme. C'est vrai que ça ne se mesure pas spécialement, dans l'immédiat en tout cas, mais on peut co-innover avec des entreprises qui sont déjà matures en matière de décarbonation. Soit parce qu'ils font déjà de l'éco-conception, ou ils ont déjà biosourcé, ou ils ont trouvé des solutions décarbonées pour le transport. Ça peut être pour X raisons, mais aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont déjà matures par rapport à ça. Ça peut être aussi des retours sur investissement suite à la mise en place, bien sûr, on parlait des ressources humaines en début. Tout simplement, aujourd'hui, pour recruter des talents, faire fonctionner l'entreprise de manière opérationnelle, il faut qu'on recrute, il faut qu'on crée du sens et il faut que, justement, les entreprises réalisent que il faut mettre en place ces démarches-là pour générer plus de sens pour les salariés. Oui, fondamental. J'entendais l'autre jour, c'était Hélène Valade de LVMH qui disait c'est nous qui passons l'entretien en fait maintenant quand un candidat vient nous voir, c'est ce qui est assez étonnant. Ouais. Absolument. Et c'est vrai qu'on retrouve en fait, bien évidemment à travers la gestion du risque, parce que c'est des meilleurs indicateurs achats forcément qu'on récolte. Il y a une autre dimension qui est celle de la communication. J'en parlais aussi un peu tout à l'heure, mais vos clients, les fonds d'investissement, quand vous êtes dans l'entreprise cotée ou pas cotée, au final, ils vont vous questionner sur justement ce que vous avez mis en place en matière de RSE, que ce soit, on l'a vu dans des appels d'offres ou ailleurs dans le processus achat, ça peut être dans des clauses contractuelles ou autres, mais en réalité, qu'est-ce que vous êtes en capacité de communiquer et est-ce que vous avez des données qui sont valables, fiables, que vous êtes en mesure de partager? Parce qu'au final, derrière, vos clients, ils vont baser leur stratégie sur les données que vous allez pouvoir communiquer. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont forcément vous solliciter et vous questionner sur ce que vous avez réellement mis en place, sur ce qu'on a vu, en effet, des questions environnementales ou sociales ou éthiques, ou même sur vos propres achats responsables. Bien sûr. Thomas, vous vouliez rajouter un mot sur le ROI? Oui, chez nous, en tout cas, la question de est-ce qu'il faut y aller ou pas ne se pose même plus. C'est-à-dire que vous demandiez quel est le coût de la responsabilité, demandez-vous le coût de l'irresponsabilité. Donc un cas de travail d'enfant qui est identifié dans une chaîne de valeur, vous pouvez imaginer la destruction de valeur justement qui s'ensuit. J'ajoute que ça devient aujourd'hui une licence pour vendre nos produits tout simplement. C'est-à-dire que dans nos dialogues avec nos clients, c'est un prérequis. Quelle est votre démarche carbone? Quelles sont vos actions d'achat responsable? On a parlé de chaîne de valeur aujourd'hui sans évoquer les trajectoires de l'accord de Paris, SBT, donc dans quelle mesure nos objectifs sont validés par la science et sont en ligne avec la trajectoire 1,5 degré. C'est aujourd'hui, je peux vous dire, au quotidien des discussions avec nos plus grands clients. Et si vous n'êtes pas au rendez-vous, vous pouvez être exclu du marché ou, à contrario, développer une proximité client par votre performance RSE. Donc surtout, quels que soient les membres du comité de direction, je dirais, que ce soit le directeur financier, achat, commercial, chacun a son intérêt à cette démarche RSE. Est-ce que, alors,
Merci beaucoup pour ça. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Daniel ou Guillaume, avant qu'on prenne quelques questions. Non, pour moi, c'était simplement déjà de mesurer, c'est s'améliorer. Donc, quel que soit souvent le fait qu'on ne se soit jamais posé la question sur certains sujets, le fait de se poser la question, on s'aperçoit qu'on, de manière évidente et de propre bon sens, on peut faire mieux. Et là, ça a déjà des retours positifs. Très bien. Non, puis on sent bien quand même qu'il y a une prise de conscience collective là, notamment peut-être aussi avec ce qui s'est passé cette année. On a vu, là, moi je parle plutôt sur l'aspect climat, mais on a clairement touché du bout du doigt ce que le GIEC en fait nous donne comme alerte depuis des décennies en fait. Quand on parle de sécheresse, d'aridité, on voit les incendies qu'il y a eu cet été où il y a plus de 60 000 hectares de forêt brûlées en France. 60 000 hectares, ça parle peut-être pas pour les plus sportifs d'entre nous, c'est à peu près 120 000 terrains de foot, c'est 750 000 terrains de handball. C'est clair qu'en fait, on doit tous agir et de manière urgente. Et je pense qu'en fait, les entreprises commencent à comprendre qu'en fait, il ne faut pas attendre que le législateur fasse les choses. Il faut s'extraire du triangle de l'inaction. Et il faut impérativement en fait, que chacun prenne sa part en fait, dans la lutte contre le dérèglement du climat. Et là, nous, on le perçoit. En fait, on est inondé de demandes par notamment les collectivités qui souhaitent produire de l'énergie beaucoup plus propre, les industriels qui nous demandent de leur construire des feuilles de décarbonation à grands pas. Parce qu'en fait, ils se rendent bien compte qu'il y a un sujet effectivement de compétitivité. Ils savent très bien que le prix des énergies fossiles va durablement être très élevé. Donc il y a un intérêt économique effectivement à passer sur des énergies plus propres et moins chères et plus stables dans le temps. Et donc voilà, on sent bien que c'est parti là. Et j'espère que ça va continuer. Très bien, merci beaucoup. Il nous reste 4 minutes pour prendre une ou deux questions, peut-être 3. Alors je ne sais pas si l'organisation a prévu des micros ou pas du tout. Bon. Carrément. Donc, dans l'allée, je vais se débrouiller. Bonjour, merci pour cet exposé très intéressant. J'avais juste une question. Avec l'arrivée de la CSRD, comment voyez-vous l'évolution des questionnaires fournisseurs pour éviter de multiplier les reportings ? Oui, merci pour la question. En réalité, il y a le CSRD et il y a aussi des réglementations dans chacun des autres pays. Donc on va la prendre comme n'importe quelle autre réglementation et on va l'adapter au questionnaire. L'Allemagne, l'année dernière, a mis en place un devoir de vigilance. Les Pays-Bas ont mis en place aussi une nouvelle réglementation. Aux États-Unis, ils se posent la question aussi de mettre en place une nouvelle réglementation vis-à-vis du climat. Et d'intégrer notamment un reporting sur les émissions de gaz à effet de serre, sur le scope 1, scope 2, mais aussi le scope 3. Donc on va le faire tout simplement comme on le fait avec n'importe quelle autre réglementation et on va adapter les questions en fonction de ce qui sera validé, parce qu'il y a encore des validations à avoir par rapport au CSRD. Donc ça peut encore évoluer, mais on a des équipes qui se chargent de cette dimension-là pour l'intégrer à notre méthodologie et puis au questionnaire par la suite. Très bien, merci. Une autre question, je crois, là-bas. Oui, bonjour. Vous en avez déjà un peu parlé, mais quand on est une entreprise qui a beaucoup de fournisseurs qui sont des TPE principalement, comment on fait très concrètement pour inciter ces fournisseurs en fait, à justement s'inscrire à EcoVadis ? Moi, je sais que c'est un gros sujet avec notre direction des achats qui, à chaque fois, me dit, notamment leur argument principal, c'est de dire EcoVadis, c'est payant et tout le monde ne peut pas se permettre, surtout quand le climat n'est pas forcément leur priorité, de s'inscrire à cette notation. Je prends aussi. Merci pour la question. C'est une bonne question. C'est une question aussi qu'on a régulièrement. En réalité, on avait au tout début d'EcoVadis, pour votre information, on avait fait des questionnaires qui étaient gratuits. Et la réalité, c'est qu'à partir du moment où vous donnez quelque chose qui est gratuit, vous n'allez pas forcément avoir la bonne personne déjà qui va répondre au questionnaire d'évaluation. Et surtout, ils vont le faire aussi peut-être à la va-vite. En tout cas, nous, c'était les retours qu'on avait. Et quand on avait un engagement du coup de cette entreprise, parce qu'au final, c'est quand même du temps aussi de passer par EcoVadis sur ces évaluations-là, parce qu'on a des experts RSE qui vont vérifier à travers un process d'évaluation toutes les réponses apportées à des questionnaires d'évaluation, à des preuves documentaires, à aussi une solution d'intelligence artificielle qui va regarder ce qui s'est passé sur ces dernières années. Et donc, c'est tout ça qui est en effet une dimension tarifée, mais qui permet en réalité d'avoir les éléments justes que vous souhaitez obtenir
en matière de la performance RSE de l'entreprise. Et c'est ça aussi que va rechercher l'entreprise, c'est en interne dans cette TPE d'avoir les bonnes informations pour avoir un état des lieux qui soit juste. Et donc c'est pour ça aujourd'hui qu'il faut continuer, je dirais, ce travail, et on en a parlé, de pédagogie sur l'importance de partager la performance de cette entreprise, puisque c'est un impact par contre pour vous en tant que client de travailler avec telle ou telle entreprise. Et le coût de l'inaction, en effet, peut être, lui, beaucoup plus impactant pour vous. Ouais, je pense que le maître mot, en fait, c'est vraiment la pédagogie. Parce que c'est un argument qui est constant, hein, en fait, l'argument du prix, le fait de payer pour passer une évaluation. Alors nous, en fait, la démarche est plutôt d'aller les rassurer. Je pense qu'il y a aussi un sujet de formation des acheteurs et des personnes qui sont en proximité avec ces sous-traitants pour les rassurer, pour leur dire que le questionnaire est adapté à la taille de la structure et adapté en fonction du cœur de métier de la structure, en fonction d'un périmètre géographique aussi. Et donc, en fait, c'est pas une montagne en fait, de répondre à un questionnaire, puisqu'il est adapté, les nombres de questions sont adaptés en fonction du nombre d'effectifs, si je dis pas de bêtises, Laurent. Absolument. Et puis après, il y a un vrai sujet d'accompagnement, de pédagogie, d'explication pourquoi en fait, c'est important de s'engager dans une démarche RSE. Alors, je sais qu'ils sont très loin de ça, mais en fait, à force de pédagogie, de travail, de conviction, en fait, il y en a certains qui commencent à comprendre en fait, qu'il y a un vrai enjeu business aussi pour accéder à des nouveaux marchés, comme on le disait tout à l'heure. Si on veut faire intervenir des TPE par des groupements d'achat pour pouvoir bénéficier de gros marchés, pour pouvoir travailler, en fait, ça va être un must-have bientôt. En fait. Ça l'est même déjà pour certains. Messieurs, je dois vous remercier de cette intervention. C'était merveilleux. On a parlé de saphir, on a parlé de vétiver. Mais j'espère surtout que ça a été utile pour vous. Et puis on vous dit à très bientôt. Et puis tout le monde reste à votre disposition pour répondre à des questions, évidemment. À bientôt. Merci beaucoup.